Donc bonsoir et bienvenue à tous pour cette première session de l'édition 2020, notre réunion au cœur du débat. Déjà la 16e édition d'un événement qui se veut unique et qui correspond bien à l'état d'esprit et à la mission de notre société Medtronic, être un acteur du système de santé et, comme on dit chez nous, être un agitateur. Nous vous proposons donc une fois par an que nous puissions nous réunir et réfléchir tous ensemble sur l'évolution du système de santé et de son environnement, sans clivage, ni public ni privé, sans parler de nos dispositifs médicaux et encore moins de nos thérapies. Comme chaque année, nous aurons l'occasion d'accueillir des orateurs prestigieux qui nous proposeront des débats, j'en suis sûr, passionnants. Comme vous pouvez l'imaginer, le thème de 2020 s'est malheureusement imposé de lui-même. D'ailleurs, comme cet événement que nous faisons pour la première fois cette année en digital avec notre partenaire Invivox. Donc cette année, le titre sera « Les enseignements d'une pandémie, quelles conséquences sur le système de santé français ?» Nous vous accueillerons ainsi lors de 6 dates tout au long du mois de novembre, incluant cette session inaugurale. Vous pourrez poser toutes vos questions lors des débats avec la fonction Q&A en bas de votre écran. Enfin, je tiens à remercier bien évidemment toutes les équipes d'Invivox et les équipes de Medtronic qui ont permis cet événement possible. Un clin d'œil tout particulier, bien évidemment, à mes deux complices sur cette aventure, Cécile de Monclin et Basile Gorin. Je remercie par avance tous les orateurs et tous les modérateurs qui vont succéder sur ce plateau virtuel et évidemment, en particulier, le comité d'organisation qui s'est énormément investi comme chaque année, le professeur Étienne Alliot, Gérald Bronner, le professeur Philippe Mabot, le docteur Olivier Piot, le professeur Jean-François Obadia et le professeur Guy Valencien. Je passe d'ailleurs tout de suite la parole au professeur Mabot et au docteur Piot en compagnie du professeur Didier Sicard pour la conférence d'ouverture. Et comme toujours, le maître Baudasser, des débats sans tabou. Merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Philippe Mavot de Rennes, la Bretagne, qui va animer donc cette soirée avec Olivier Piot. Donc tout d'abord, au nom du comité d'organisation, je tiens vraiment à remercier l'ensemble de l'équipe de Medtronic pour nous avoir accompagnés à nouveau dans ce projet au centre du débat, malgré les difficultés conjoncturelles. Et je tiens vraiment aussi à remercier Medtronic pour l'entière liberté que le comité d'organisation a pour définir le programme et inviter les orateurs. Comme l'a déjà dit Nicolas, actualité oblige, ACR 2020 sera consacré à la pandémie Covid-19 et la conférence inaugurale ne pouvait que se pencher sur la genèse de l'épidémie. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Didier Sicard, que certains d'entre vous connaissent déjà certainement. Didier Sicard est professeur émérite à l'université Paris-Descartes, a eu beaucoup de fonctions importantes dans sa carrière, mais est aussi un spécialiste connu et reconnu sur les pathologies virales, très proche de l'Institut Pasteur. Donc, c'est un élément important aujourd'hui que de voir comment cette pandémie est arrivée chez nous et de retracer son cheminement de l'animal à l'homme et certainement d'envisager les enjeux d'une telle transmission pour demain. Donc, Monsieur Sicard, un grand merci de vous être libéré ce soir et je vous donne dès à présent la parole. Merci beaucoup pour 20 minutes, terminé à 18h55. Le Monde du 30 octobre faisait un article sur la commission intergouvernementale sur les pandémies. Et ce rapport, qui était sorti le 29 octobre, disait « Dans les décennies à venir, les pandémies vont être plus nombreuses, plus meurtrières, se propageant plus rapidement et faisant plus de dégâts à l'économie mondiale, à moins qu'il y ait un changement radical dans l'approche globale de la lutte contre les maladies infectieuses. » Changement radical. Qu'est-ce que ça signifie, changement radical? Ça signifie de s'intéresser en premier lieu au concept d'anthropozoono, c'est-à-dire des maladies qui passent de l'animal à l'homme et son corollaire, la biodiversité. En effet, environ 70% des épidémies humaines ont une origine animale. Le VIH, on l'a un peu oublié, Ebola, Marburg, les grippes, le Nipah, le SRAS-1 et maintenant le SRAS-2 et le MERS avec son dromadaire moyen-oriental il y a une dizaine d'années. Mais cette connaissance de l'origine animale s'efface. Elle s'efface au fur et à mesure de la diffusion humaine. Certes, la chauve-souris
est dans toutes les mémoires depuis plusieurs mois récentes, mais qui se souvient de sa responsabilité dans Ebola, dans le SRAS 1? À la rigueur, on se souvient du singe pour Ebola, mais on ne se souvient pas du singe pour le virus du sida. On l'oublie, et c'est un peu comme si on oubliait le rôle du chien ou du loup autrefois dans la rage. Mais le caractère individuel du cause à effet est là, évident, de la morsure. Mais au cours d'une pandémie, la transmission interhumaine, qui n'existe pas bien sûr dans la rage, on ne voit pas très bien des humains se mordre mutuellement, elle efface son origine animale, qui apparaît alors comme un événement anecdotique, voire un peu exotique. Or, comprendre cette transmission animale est absolument fondamental. Un exemple bref, la peste. La peste, la puce, le rat, on a oublié en fond que c'est le rat mort qui est dangereux. Alors quand on veut exterminer les rats, on se dit que les épidémies de peste pourraient revenir. Les rats vivants nous protègent de la peste parce que les puces, elles, préfèrent largement piquer un rat vivant qu'un humain. Alors la transmission de l'animal à l'homme dépend de plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est la barrière d'espèces. Heureusement, parce que les Chinois en 2019 ont vu 200 millions de porcs disparaître du territoire chinois, l'obligeant à importer des porcs d'Allemagne et de France, parce que le rouget du porc ne passe pas, qui est un virus proche de la grippe, ne passe pas heureusement, malgré notre proximité avec le porc, de l'animal à l'homme. Autre facteur, la réduction de l'espace sauvage. La déforestation sauvage est un élément majeur. La rupture des chaînes alimentaires entre les animaux. Les animaux se dévorent entre eux et quand cette rupture apparaît, on peut avoir des désordres. Les conditions de transport ultra rapides, et on verra tout à l'heure le train, et les concentrations urbaines qui ressemblent aux concentrations de poulets. 12 millions de personnes à Wuhan, et comme il y a quelquefois dans cette région de l'Est de la Chine, des dizaines de millions de poulets qui sont sur quelques centaines de mètres carrés. Ce qui nous protège habituellement des épidémies, et jusqu'ici, Ebola, Marburg, etc., c'est la gravité quasi constante, avec la mort dans 70-80% des cas. Le paradoxe de la gravité de la Covid-19, ce n'est pas tellement qu'il va entraîner la mort de même pas 1% des gens, c'est déjà dramatique, mais 99% des gens auront peut-être des séquelles, mais enfin, c'est pas très grave, c'est que c'est son invisibilité, parce qu'on ne peut pas se protéger d'une maladie dont il n'y a aucun stigmate extérieur. Dans un bar, on peut imaginer que 3 personnes sont atteintes, crachent du virus, sans qu'il n'y ait pas le moindre symptôme d'une larme ou d'un nez qui coule. Alors que les autres SRAS, le SRAS 1 en 2003 en Chine, près de Canton, a été limité parce que les malades étaient vraiment beaucoup plus nombreux et la maladie était repérable. Donc immédiatement, les gens étaient confinés dans les hôtels. Il y avait très très peu de malades asymptomatiques. La même chose pour le MERS au Moyen-Orient, qui est un coronavirus. Il y a eu très très peu de diffusion parce que les malades étaient vraiment très graves et ils mouraient, et par conséquent, une épidémie de gens qui meurent, elle s'arrête très vite parce que les mesures adaptées fonctionnent très bien. Alors, les 3 questions qui se posent entre ce passage de l'animal à l'homme, la première, c'est que s'est-il passé à l'automne 2019 ? Il s'est passé qu'il y a eu une diffusion silencieuse de ce virus avec quelques épisodes pulmonaires assez graves qui, pour certains médecins chinois, les ont rappelé le SRAS 1 qui était quand même en 2003, il y a 17 ans. Et donc les jeunes médecins l'avaient oublié, les plus vieux se souvenaient vaguement que les symptômes étaient assez proches et que cette diffusion silencieuse est liée au caractère asymptomatique de la plupart des Chinois qui, pendant le mois d'octobre, novembre, décembre, n'avaient aucun symptôme, peut-être 10-15% en avaient. Et dès que le mot SRAS a été évoqué, il y a eu une censure du gouvernement chinois redoutable, voire des promesses de punition. Et pendant ce temps-là, le laboratoire de virologie de Wuhan, qui est très célèbre, avec le professeur Xi Zhengli, a identifié très rapidement le génome le 9 janvier. Mais le 2 janvier, très rapidement, parce que le SRAS, ça rappelait les civettes, ça rappelait les chauves-souris, le gouvernement chinois a fermé brutalement le marché en 24 heures et absolument nettoyé et a empêché qu'il y ait le moindre prélèvement.
Et donc, dans ce marché, il y avait une vente clandestine de chauves-souris entravées. Il y en a une cinquantaine qui sont dans des espèces d'arcs ficelés, vivantes, crachant, urinant, déféquant, proches des pangolins qui eux-mêmes sont vivants, attachés. On peut imaginer la souffrance de ces animaux et qui sont vendus sous l'étal parce que c'est interdit. Alors, une interdiction qui aboutit à cette vente clandestine, c'est une fiction. Enfin, en tout cas, le gouvernement n'a aucune envie d'empêcher les Chinois, à l'occasion de la fête du rat, de vouloir faire bonbon, c'est d'acheter ces animaux. Ça coûte très cher, plusieurs dizaines, voire centaines d'euros, et par conséquent, de se ruer il y avait une odeur pestilentielle, c'est un marché aux poissons, donc la confusion odeur de poisson, etc., et odeur de chauve-souris vivante était un petit peu confuse. Toujours qu'il y a eu ce moment absolument dramatique pendant l'automne 2019. Alors pourquoi la fameuse barrière d'espèces qui marche pour le rejet du porc, pourquoi si elle n'a pas fonctionné dans cette situation? Depuis des siècles, les chauves-souris sont porteuses de coronavirus. Alors, leur estimation n'est pas évidente, on parle de plusieurs centaines, on parle de plusieurs milliers, enfin 1500 espèces de chauves-souris. Donc, il y a une communion entre les chauves-souris et le coronavirus millénaire. Mais les chauves-souris ont établi une espèce de gentleman agreement avec le coronavirus, c'est-à-dire qu'elles vivent très vieilles, 30, 35 ans, et les coronavirus n'arrivent pas à attaquer leur corps et par conséquent, les chauves-souris sont réputées pour leur vie longue et leur capacité de résister aux maladies. Et quand on fait le génome des coronavirus chez les chauves-souris, on trouve une proximité génomique d'environ 98,5%. Alors on peut dire c'est tout près, mais non, 98,5%, c'est à peu près la distance qui nous sépare du chimpanzé. Donc c'est quand même, si on peut l'estimer, assez considérable. Mais quel est le génome manquant et essentiel? C'est d'autant plus triste et dramatique que l'enquête épidémiologique que n'importe quel pays, disons qui serait raisonnable, aurait immédiatement fait avant les prélèvements, avant la fermeture du marché en catastrophe, puisqu'un marché en quelques heures a été vidé de tous ces animaux. Et qu'elle l'a fait parce que la Chine est signataire de la Convention internationale sur l'interdiction de vente des animaux vivants, et que si elle avait été pris la main dans le sac, elle aurait peut-être été considérée comme responsable, ce qu'elle a tout fait pour éviter. Alors, ce génome du SRAS2 qui est aussi dramatique pour les quelques malades qui vont en mourir, pourquoi? Parce que la fameuse protéine S qui est dans ce génome de chauve-souris va avoir pour cible privilégiée des récepteurs qu'on appelle ACE2, maintenant qui sont devenus assez populaires, et ces récepteurs sont dans les petits vaisseaux, l'endothélium des petits vaisseaux essentiellement alvéolaires, mais aussi les vaisseaux du cerveau, les vaisseaux du rein, les vaisseaux du foie, ce qui fait qu'il y a une sorte de diffusion du virus. Pourquoi certaines personnes ont le virus et leurs récepteurs ne les reçoivent pas? Voilà encore un mystère qui fait à élucider. Alors pourquoi ce virus de la chauve-souris qui ne contient pas cette capacité d'atteindre les cellules ACE2, pourquoi à ce moment-là, au mois de l'automne 2019, pourquoi ce virus avait ce génome qui a été aussi mortifère? Alors, il y a plusieurs hypothèses. La première serait une mutation spontanée. Alors, brutalement, le virus se met à acquérir la partie du génome qui atteindrait les cellules ACE2. C'est peu vraisemblable parce que c'est un virus, les coronavirus, ils sont très stables. Le virus de la grippe, il change chaque année, c'est pour ça qu'on se vaccine chaque année, il change tout le temps. Les coronavirus sont très stables, ils mutent très très peu, peut-être 1 pour 1000 ou 1 pour 2000, et il y a peu de chances que ce soit la solution. La première, moi, celle qui me paraît la plus vraisemblable, mais elle est peut-être complètement erronée, c'est l'hybridation. Hybridation, ça veut dire que dans ce marché, il y avait des animaux vivants qui ont des génomes viraux différents et qu'à l'occasion de ce nuage d'aérosols viral, les virus se sont mélangés et ont peut-être permis cette hybridation et que le virus
de la chauve-souris, le génome de la chauve-souris apportant l'obus qui va toucher les cellules à CE2 et le virus du pangolin, je l'ai proposé, ce n'est pas moi qui en ai fait d'ailleurs l'hypothèse, plusieurs scientifiques considèrent que c'est tout à fait plausible, va apporter au fond le canon. Alors, parce que l'obus sans le canon, ça ne sert à rien. Le canon sans l'obus, ça ne sert à rien. Les deux ont été probablement l'explication de la catastrophe. Le troisième, ce serait une recombinaison virale, mais on ne voit pas très très bien comment cette hypothèse pourrait être confirmée. Alors, au fond, là est le cœur du brasier. C'est le cœur du brasier parce que la recherche devrait être considérable pour savoir comment on passe du virus de la chauve-souris ou du génome de la chauve-souris au génome humain. Et là, il y a véritablement l'enquête policière, l'enquête majeure. Alors, d'où viennent ces chauves-souris? Deuxième question. Les chauves-souris, elles viennent du Yunnan, c'est-à-dire la partie sud de la Chine, sud-ouest de la Chine, qui est encore une des rares régions de la Chine où il y a encore un peu de jungle, où il y a un peu des bêtes féroces, des tigres, et surtout le Nord Laos. Le Nord Laos est encore une des régions du monde, comme l'Amazonie, avec des forêts primaires, rare région du monde où il y a encore des tigres, il n'y en a plus en Inde, il y a des ours. Quand je connais bien ce pays, la chasse à l'ours était vraiment réputée, parce que la bile d'ours était réputée un excellent médicament. Et quand on fait des enquêtes sérologiques chez les Chinois, on n'a pas fait encore au Laos, du Yunnan, on a trouvé environ 2 à 3% de sérologie positive vis-à-vis du SRAS-2, qui montre que peut-être il y a eu une contamination souterraine depuis longtemps. Toujours est-il que, qu'est-ce qui s'est passé en 2018 et 2019? Il s'est passé des travaux pharaoniques du train, d'un train qui va partir de Kunming, qui va aller à Wuhan et qui va traverser le Laos, qui va traverser la Thaïlande pour rejoindre la Malaisie, Singapour. Et cette ligne ferroviaire, avec des travaux de ponts, des ouvrages d'art, des tunnels, a détruit une grande partie de cette forêt, avec des modifications écologiques majeures des chauves-souris. Il y a des grottes qui étaient totalement inaccessibles aux humains parce qu'ils n'allaient jamais traverser la jungle pour aller les retrouver. Et ces chauves-souris frugivores qu'on a pu voir la nuit avec des ultraviolets, ou infrarouges plutôt, arrivent, les forêts remplacées par des arbres fruitiers en culture. Et ces arbres fruitiers vont modifier l'écologie des chauves-souris, qui vont découvrir le bonheur de passer de la forêt vierge à des plantations de litchi, et qui vont manger les fruits, uriner, déféquer. Les civettes, éventuellement, d'autres animaux vont manger les mêmes fruits et se contaminer par la déjection des chauves-souris. Et les fourmis arrivent et participent aux agapes avant que les pangolins arrivent et mettent sous leur armure les centaines de chauves-souris pour les dévorer tranquillement. Tout ça, c'est un scénario qui n'est pas un scénario construit, c'est un scénario potentiel. Il n'est pas forcément le responsable, mais au moins, il explique que la complexité de cette chaîne de contamination possible justifie les travaux en profondeur. Et puis, les transports rapides, les paysans vendent pas très cher les chauves-souris aux ouvriers du train qui sont là. Il y a même maintenant des casinos qui ont été construits lors du train. Vous voyez un petit peu le changement passé de la forêt vierge au casino. Ils les ramènent en catastrophe par le train à Wuhan. Et au moment de la fête du rat, eh bien, ces chauves-souris qui probablement n'ont jamais été en contact avec l'homme, mais qui là où faire des travaux énormes, permettent la diffusion virale avec la concentration urbaine qui est constituée par ces 12 millions de Chinois, comme on peut l'imaginer, qui rassemblent donc une concentration urbaine importante. Alors, les conséquences. Et brièvement, la première, la plus importante, et c'est celle qui manque, c'est l'abord multidisciplinaire. C'est d'ailleurs celle dont parle cette commission intergouvernementale sur les pandémies, c'est-à-dire de rassembler des médecins, des agronomes, des forestiers, des biologistes, des éthologistes, des économistes, c'est-à-dire travailler en collaboration et de ne pas s'enfermer dans un laboratoire. Mais c'est beaucoup plus difficile d'aller à la chasse aux chauves-souris, les gens ont un petit peu peur, il fait chaud, il faut se couvrir complètement, et ce n'est pas très facile. Les études de terrain
il y a peu d'aventuriers qui font ça. Moi, je suis frappé de voir depuis 20 ou 30 ans la difficulté pour de jeunes, par exemple, français, de l'Institut Pasteur, de partir dans la jungle, faire des études qui sont encore passionnantes, mais c'est beaucoup plus agréable de travailler dans un laboratoire suréquipé. Et la lutte contre les animaux, c'est la lutte contre c'est pas tellement uniquement la lutte biologique, mais la lutte contre les marchés. On estime, les Chinois le disent eux-mêmes, 70 milliards, je ne dis pas millions, milliards de dollars. C'est 70 milliards de dollars de marché d'animaux vivants. C'est un marché qui est absolument interdit sur le plan international, où les Chinois ont actuellement quasiment le monopole de l'achat d'espèces africaines, de pangolins, de chauves-souris. Bon, d'autres pays mangent des chauves-souris, mais il n'y a pas cette consommation absolument effrénée. Dans la culture, dans la politique, c'est vraiment fondamental, ce n'est pas accessoire. Et le gouvernement n'a pas tellement envie de dicter des mesures de rétorsion, de censure, parce que le gouvernement est tellement rigide sur le plan politique qu'il préfère lâcher le lest sur la consommation de telle ou telle chauve-souris. Et puis la Chine refuse qu'il y ait des commissions internationales qui s'y rendent, et l'OMS est suffisamment faible pour ne pas protester. Donc au fond, le futur montre dans ce rapport qu'ils estiment que les dégâts du SRAS, ça va être à peu près 20 000, il donnait le chiffre de 10 000 milliards de dollars. Il dirait qu'avec 50 milliards de dollars, on aurait pu retrouver la chaîne de contamination qui nous aurait permis de prédire les prochaines épidémies qui, évidemment, arriveront un jour. Et donc, il faut mettre sous les regards, non pas de façon un peu amusante, la chauve-souris, le pangolin, comme une histoire qu'on raconte aux enfants, mais les conditions de transmission réelle de l'animal à l'homme sont une donnée essentielle pour le futur et qu'ils sont non pas prioritaires par rapport au vaccin ou au traitement, mais on s'aperçoit que si on ne prépare pas le futur, la négligence qui a fait l'objet de la recherche dans le SRAS-1, de la contamination avec, au fond, la négligence des conséquences pour le futur, on le paye désormais très cher. Voilà. Merci, merci beaucoup. Attendez, Philippe Mabot parle, je sais pas. Merci beaucoup, Monsieur Sicard. C'était vraiment, évidemment, passionnant. On va avoir la chance de pouvoir débattre et poser quelques questions. Vous pouvez nous envoyer vos questions sur le QR que vous avez en bas, à côté d'enregistrer là sur votre écran. Et n'hésitez pas, profitez-en. On a la chance d'avoir encore 10-15 minutes avec nous, Monsieur Sicard, pour répondre à toutes vos questions. Donc, j'aurais une question moi, pour commencer. Finalement, vous nous montrez que la genèse de cette maladie, de cette pandémie, elle a un lien finalement direct avec les préoccupations écologiques. Et donc, finalement, elle donne une véritable signification qu'on voit beaucoup au plan politique, les discussions, puisqu'on cherche tous un sens à ce qui nous arrive. Et le sens qui semble sortir pour la plupart des gens, que ce soit les discussions de comptoir ou les discussions au niveau politique, c'est il faut rentrer plus dans l'écologie, avoir un comportement. Donc finalement, ce que vous nous expliquez, ça nécessite une recherche spécifique sur cette transmission de l'animal à l'homme, et c'est vrai que probablement ça a été négligé, vous l'expliquez très bien, mais aussi ça donne un sens finalement à cette pandémie par rapport à notre comportement et nos comportements futurs. Absolument. Mais d'ailleurs, ce n'est pas simplement pour le SRAS, même le paludisme, on s'aperçoit qu'il va et vient en fonction des changements écologiques. Et que, par exemple, identifier les modifications des moustiques, des espèces de moustiques qui changent en fonction de telle ou telle canopée, va avoir des conséquences majeures. Et ce n'est pas simplement la quinine ou l'artémisine qui va guérir le paludisme, c'est de comprendre la genèse d'une épidémie. Alors, le paludisme, ce n'est pas une épidémie, c'est une maladie qui n'est pas épidémique, elle est simplement transmise par les moustiques. Mais essayez de comprendre la négligence quand une forêt est abattue, on l'a vu pour la maladie de Lyme, dans l'Est et les États-Unis, quand on a commencé à détruire les forêts du Maine, eh bien, les rongeurs disparaissaient, et comme les tiques n'avaient plus de rongeurs pour se nourrir, ils ont commencé à piquer les humains. Donc, au fond, notre naïveté, c'est de penser qu'un arbre, c'est simplement un arbre, alors que c'est une colonie d'insectes, ça permet un refuge d'animaux, et que les grottes
sont des lieux, c'est des lieux explosifs pour le futur. Et bien évidemment, si on se dit, comme certains disent, détruisez les chauves-souris, ça sera encore pire. Ça sera encore pire parce que les chauves-souris, elles participent au fond à la chaîne alimentaire humaine. Elles permettent de détruire probablement aussi des moustiques. Elles se nourrissent d'insectes. Donc, il n'y a pas toutes les chauves-souris insectivores, des chauves-souris frugivores. Mais si vous voulez, quand on met par exemple près d'une jungle, vous avez 1000 hectares de litchi, eh bien, on s'aperçoit qu'il peut y avoir une relation entre l'urine des chauves-souris et la consommation de litchi. Je ne parle pas de celle-là, mais qui pourrait être un jour aussi dévastatrice. Et parce que notre consommation de litchi ou de fruits exotiques fait complètement l'impasse sur la façon dont on les cultive dans des milieux qui sont beaucoup plus fragiles qu'on le pense. Une question d'un auditeur, Monsieur Sicard, sur la place et le rôle de l'Institut Pasteur dans les travaux menés localement. Alors, il y a des instituts Pasteur au Vietnam, l'Institut Pasteur à Shanghai, l'Institut Pasteur à Phnom Penh, l'Institut Pasteur au Laos, mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils vont dans les grottes, mais ils n'ont pas les soutiens financiers majeurs, c'est les sommes qui sont misérables par rapport aux instituts Pasteur de Paris, par exemple. Même s'ils sont rattachés à l'Institut Pasteur de Paris, ils envoient des prélèvements à Paris, mais eux-mêmes sur le terrain, je me souviens comment ils racontaient la difficulté pour faire venir un étudiant. Et on l'a vu, ils avaient un seul virologue au mois de en octobre, non, en juin 19, qui avait été retiré parce que les affaires étrangères françaises trouvaient que ce n'était pas utile. On peut imaginer qu'il a été remis en catastrophe, mais ce n'était quand même pas le meilleur moment de retirer le seul virologue de l'Institut Pasteur. Donc, si vous voulez, il y a tout un sentiment que tout ça, c'est des recherches accessoires, alors que c'est la recherche fondamentale. On est au cœur du problème. Et je trouve que la chance pour la France, c'est d'avoir un réseau d'Instituts Pasteur. Aucun pays au monde n'a cette. Et on devrait être non seulement fiers, mais on devrait pouvoir les aider au maximum, considérer que là est peut-être, non pas forcément la solution, il ne faut pas non plus penser que ça va être la solution, mais au moins apporter du matériau de connaissance est actuellement beaucoup plus difficile que de travailler sur le vaccin ou sur un médicament. Est-ce que vous pensez que, là vous avez bien montré donc la relation, la transmission de l'animal à l'homme et la diffusion de cette maladie au niveau mondial. Est-ce que c'est un fait, parce que le phénomène de peu à peu de grignotage de la nature, des forêts primaires et tout par l'homme, elle n'est pas récente. Elle est arrivée tout au long du XXe siècle en grande partie. Et c'est vrai qu'on a presque l'impression même qu'on arrive au bout un peu du processus. Avec la présence des forêts primaires, c'est extrêmement limité maintenant dans le monde. Est-ce que vous pensez que c'est la couche d'au-dessus, c'est la mondialisation avec l'échange, comme vous l'avez dit, des transports rapides qui a permis cette diffusion, ou c'est parce que finalement on arrive à gratter des zones qui sont tellement isolées, qui ont tellement été isolées depuis des centaines d'années, des siècles. Donc, voilà, vous voyez ce que je veux dire? Quel est le lien on l'a oublié, mais le sida, le virus du sida, est directement lié à une partie de la déforestation et à la détresse des populations qui mangeaient les singes qui étaient contaminés par un virus simien, mais qui était très proche de l'humain. Et puis les transports ont fait que les voyages entre l'Afrique et les États-Unis ont fait que cette maladie diffusait. Au fond, toutes les épidémies, c'est toujours la même chose, c'est le même scénario. Quand la forêt, quand les changements alimentaires réduisent, l'agent animal, elle, ou elle disparaît, c'est peut-être quelquefois très bien, mais si elle ne disparaît pas, elle va permettre à ce que des organismes viraux en attente passent. Alors, la majorité ne passeront pas à l'homme, parce que heureusement, on a cette barrière d'espèces, mais si cette barrière d'espèces se rompt, au fond, le futur, il est peuplé de scénarios possibles infiniment plus dramatiques. Et parce que quand il n'y aura plus de forêt du tout, les virus, eux, auront trouvé peut-être d'autres cibles, parce que non pas il faut trouver une finalité au virus. Le virus, ouais, il ne se dit pas un jour je vais passer du virus à l'homme, mais à partir du moment où nous vivons dans un océan de virus, tous, virus du rhume, etc. Mais c'est au fond, le drame de ce SRAS, c'est que
la barrière d'espèces a été rompue, et là, on ne sait pas très bien pourquoi, et c'est le problème absolument central. On aurait dû immédiatement investir des dizaines de milliards, mais la Chine l'aurait interdit, parce que la Chine, elle a été prise la main dans le sac. Et c'est là où enfin, on se rend compte qu'avec la politique, les maladies virales aussi, elles ont une importance. La Chine n'a pas tellement envie que sa consommation effrénée d'animaux vivants soit dénoncée. On l'a très bien vu comment la Chine a protesté quand on a dit que c'était un scandaleux d'avoir des animaux vivants. Donc, je crois que le concept de biodiversité, le concept de forêt, le concept d'alimentation d'animaux, de fruits exotiques qui va remplacer la forêt, l'Amazonie va peut-être nous poser un jour un problème comparable où les terres brûlées après la déforestation vont faire pousser des tas d'aliments et qu'on peut imaginer que des épidémies pourront repartir et on se dira ben, on n'a pas fait attention. Je crois qu'il y a une sorte de négligence, de désinvolture et surtout d'aveuglement. On réserve ça un petit peu à un discours écologique de café, c'est-à-dire on remet le monde en question, mais on ne se rend pas compte que des études qui rassemblent des experts de nature très différente, les vétérinaires et les médecins devraient travailler beaucoup plus étroitement ensemble. Les forestiers, moi j'ai été frappé de voir comment, et là encore au Laos que je connais bien, quand la France a construit un barrage, elle a fait une étude grâce à l'Institut Pasteur absolument remarquable, unique au monde, en faisant une étude parfaite chez les humains, chez les animaux, chez les moustiques, quelles étaient les populations, les parasites, les microbes présents. On met le barrage en eau et on refait 3 mois après la même étude et on s'aperçoit d'ailleurs avec surprise que les moustiques qui transmettaient le paludisme avaient disparu. On aurait pu prendre le contraire. Donc en fond, la France avait cette capacité, mais remerciée par la Banque mondiale d'ailleurs, mais ce n'est pas une discipline internationale parce que si vous voulez, les pays se referment. Ce n'est pas très facile pour un chercheur, pour sa carrière, parce qu'on va lui dire qu'il est un peu le chasseur de papillons et que quand il va travailler sur les chauves-souris ou les moustiques, on dira ah bon, mais alors, écoute, toi, ta carrière, elle ne va pas avancer. Il va beaucoup plus être promu un grand chercheur s'il travaille sur un génome, sur un gène, sur un virus quelconque. Et donc, c'est très ingrat. Et malheureusement, il faudrait changer cet état d'esprit. Et pensez-vous que nous avons des leviers pour changer cette approche, effectivement, d'une recherche qui a été très orientée génomique, biologie moléculaire, et peut-être donner un peu plus de visibilité à des sciences qu'on pourrait, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, considérer comme moins nobles et qu'on a un peu abandonnées, notamment peut-être en France? Oui, mais je le crois, mais si vous voulez, il y a un état d'esprit, parce que tous les instituts de recherche, ça ne les intéresse pas beaucoup ces questions. Et ils vont toujours privilégier les gens qui travaillent comme eux. Donc il faudrait véritablement un effort politique majeur pour investir sur les instituts Pasteur qui sont dans ces pays. Et à partir de ce moment-là, s'il y avait des fonds d'investissement et qu'on leur dit si vous partez travailler pendant 2 ans sur les grottes, ben, au retour, vous aurez un poste plus prestigieux que celui qui sera resté dans son ordinateur, je pense que les gens partiraient. Autrefois, il y avait l'esprit d'aventure, mais la science était plus facile, on pouvait travailler avec un microscope, pas forcément avec. On n'a pas besoin d'avoir des microscopes, des cryo-microscopes. Et donc, pour un chercheur qui est habitué à une science ultra contemporaine, il a l'impression de partir comme ça, comme un trappeur dans une grotte de chauve-souris, qu'il est un peu. Ça n'a pas beaucoup de reconnaissance. Et donc, il y a un état d'esprit, et que les vétérinaires sont peut-être plus proches de cette situation que les médecins, mais je n'ai pas senti. D'ailleurs, je suis frappé de voir qu'au mois de mars, quand j'étais commencé à intervenir dans France Culture sur le sujet, ça a intéressé beaucoup de gens pendant 15 jours. Et maintenant, ça n'intéresse plus personne. Vous êtes les premiers qui réintervenaient sur cette question, elle est oubliée. Maintenant, c'est comment on se protège du coronavirus, du passage de l'un à l'autre. La chauve-souris, elle est devenue un objet de risée, mais elle n'est plus un objet scientifique. Et je trouve que à chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois, quand
l'épidémie est devenue totalement interhumaine, l'origine, elle disparaît. Oui, alors, c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est vrai que ça nous renvoie aussi à notre pratique médicale, notre formation. On est plus dans la thérapeutique, essayer de traiter, que essayer de prévenir. Et là, ce que vous nous expliquez, c'est que finalement, une recherche sur ces animaux, sur les modes de transmission, sur les raisons qui ont fait que cette pandémie est survenue à ce niveau-là, nous permettrait de prévenir peut-être d'autres pandémies. Donc, c'est passionnant. Il y a une question de Jean-François Obadia. La recherche semble coûter cher, mais avez-vous une idée du coût du Covid? Je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, là, justement, donc, par rapport, justement, mettre en balance que coûterait une recherche sur ces causes et sur ces études spécifiques dont vous avez parlé, et puis finalement le coût absolument faramineux dont vous avez parlé tout à l'heure. Oui, c'est évident. C'est-à-dire que le coût entre 10 000 et 50, c'est à peu près un rapport, je sais pas, de 2 ou 400. C'est-à-dire que, mais investir sur un sujet qui donne l'impression de revenir à l'origine, mais qui ne va pas changer les choses Oui. pendant les prochains mois ou voire années, apparaît, on verra ça plus tard. On verra plus tard. Et quand l'épidémie s'arrête, ben alors on dit ça plus intéressant. C'est pour ça que moi je suis un peu sceptique. Et ce qui est aggravé, c'est par, au fond, la difficulté de la Chine qui n'a pas tellement envie qu'on retourne à l'origine. Elle n'a pas envie qu'on retrouve l'arme du crime. Oui. C'est ça aussi. Finalement, cette pandémie s'intègre vraiment dans le concept un peu à la mode aujourd'hui du One Health. Finalement, Absolument. on est tous dans la même boucle. Exactement, et je pense que il n'y a pas en France, par exemple, il y a les commissions, des structures, des ONG, mais il n'y a pas une structure qui rassemble dans une même commission des agronomes, l'INRA, les vétérinaires, les médecins, les biologistes, des sciences humaines qui travaillent sur les habitudes des populations, les sociologues. C'est fondamental d'avoir il y aurait un institut global qui travaillerait sur ces sujets, mais ce serait d'une richesse de production énorme, alors qu'on est tous dans les tuyaux. Vous êtes virologue, vous êtes immunologiste, vous êtes épidémiologiste, vous êtes chargé de tuberculose. Il n'y a pas ce sentiment qu'on a des idées à partir des autres et que, au fond, la différence avec Pasteur, dont j'ai lu la correspondance pendant le confinement, me fascine parce qu'il était à l'opposé. Il était en train, perpétuellement, il allait sur le terrain. Il interrogeait les paysans, il interrogeait les producteurs, les éleveurs. Il essayait de comprendre comment les maladies pouvaient passer et personne, chacun lui apportait sa petite parcelle. Il revenait à l'école normale supérieure, qui était son laboratoire, et à ce moment-là, il commençait à penser avec tout le matériau qu'il avait acquis, plutôt que de commencer à travailler avec le microscope. Et donc, c'était le contraire. Il observait avant de penser. Maintenant, on pense et on n'observe pas. Alors, est-ce que ce ne serait pas le rôle des grandes institutions comme l'OMS de réunir, comme vous dites, un panel de chercheurs dans différents domaines pour pouvoir travailler sur ce sujet-là? Parce qu'on a l'impression que ça se passe quand même au niveau international. Ça devrait se passer au niveau international. Et d'ailleurs, j'ai une question juste pour compléter de Jean-François Obadia qui dit, mais si jamais demain Biden gagne, est-ce que les US vont réintégrer l'OMS? Ce qui serait un poids, ça serait très lourd de conséquences, mais peut-être intéressante pour nous. Non, mais l'OMS, ontologiquement, ne peut pas faire ça parce qu'elle est l'expression de l'ensemble des pays. Je ne reviens pas, j'ai eu une expérience de l'OMS il y a 30 ans où le rapport que j'avais fait déjà en Chine sur le risque d'épidémie d'hépatite C, les Chinois avaient dit « vous insultez notre pays ». Par conséquent, je n'ai pas pu faire le rapport. Donc on voit très très bien que l'OMS elle-même, elle est prisonnière de ceux qui contribuent. Oui. Et donc, il n'y a pas de structure internationale, mais qu'il faudrait avoir une structure beaucoup plus forte comme la Commission internationale sur l'interdiction de vendre des animaux vivants. Elle n'a aucun pouvoir. Quand dans les ports du Havre, on découvrirait des animaux vivants, ce serait aussi grave que de découvrir de la drogue. Mais à ce moment-là, les douaniers préfèrent trouver de la drogue que de trouver des animaux vivants, parce que trouver des animaux vivants, ça ne leur apportera rien. Je crois, malheureusement. Parfait. Écoutez, je crois qu'on a épuisé les questions. J'espère que tout le monde est très content qu'on a épuisé personne. Merci beaucoup, Monsieur Sicard. C'était absolument passionnant. Là, je crois qu'on est rentré dans un monde que, pour beaucoup d'entre nous, je pense, on a découvert, parce qu'on est sorti justement de ce que vous racontez très bien, c'est que ce n'est pas une petite histoire de comptoir, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux et qui demanderait une grosse attention internationale de la recherche.
Merci beaucoup. Merci à tous les participants et à tous. Et nous nous retrouvons donc jeudi à la même heure, à la même connexion, pour un premier débat sur le dessous des cartes avec la rivalité entre les grandes puissances qui sera présentée par Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères. Et puis on parlera de la crise de l'évaluation et des fractures françaises avec Jérôme Fourquet, qui est donc directeur à l'IFOP. Merci à tous et bonne soirée. Merci, monsieur. Merci, bonne soirée. À jeudi. Bonne soirée.